Je me suis vidé de mon sang sur une table d'opération, pendant que mes parents faisaient la fête au gala de ma sœur, disant que j'étais trop dramatique. Après ma guérison, je les ai silencieusement effacés de ma vie. Ils n'ont compris que lorsque leur propre urgence a frappé, et que mon téléphone est resté silencieux. Le bracelet de l'hôpital a laissé un anneau pâle sur mon poignet pendant des semaines, après qu'il l'ait coupé. Parfois, je me surprends à frotter cet endroit, cherchant quelque chose qui n'est plus là. C'est drôle comme les plus petits souvenirs physiques survivent aux plus grandes blessures émotionnelles. Ou peut-être est-ce l'inverse. Je m'appelle Marie Hartley, et j'ai failli mourir un mardi. Tout a commencé 3 mois avant ce mardi, avec ce que je pensais n'être que du stress. Mon travail de directrice marketing, dans une entreprise pharmaceutique à Boston, impliquait de longues heures et une pression constante. Alors, quand mon abdomen a commencé à me faire mal, j'ai mis ça sur le compte d'un excès de café et d'un manque de sommeil. Au moment où la douleur est devenue impossible à ignorer, je m'étais déjà convaincu que ce n'était rien de grave. L'ironie ne m'a pas échappé, je travaillais pour une entreprise qui fabriquait du matériel de diagnostic, et pourtant, j'étais incapable de diagnostiquer ma propre santé qui se détériorait. Ma jeune sœur, Vanessa, avait toujours été la star de notre famille. Elle avait obtenu son diplôme de Yale avec la mention summa cum laude, décroché un poste dans une prestigieuse société d'investissement à Manhattan, et s'était récemment fiancée à Preston, dont la famille possédait la moitié du Connecticut. Mes parents, Richard et Diane Hartley, avaient passé les 6 derniers mois à organiser le gala de fiançailles de Vanessa comme s'il s'agissait d'un mariage royal. Depuis mars, je n'entendais parler que de ça, le lieu, dans les jardins botaniques, l'orchestre, la robe de créateur que Vanessa avait commandée, et la liste d'invités, qui ressemblait à un annuaire du magazine Forbes. Chaque dîner du dimanche, chez mes parents à Cambridge, devenait une session de planification où j'acquiesçais de la tête, pendant que ma mère était obsédée par les arrangements de centre de table, et que mon père débattait des sélections de vin. « Marie, tu viens ?» évidemment, avait dit ma mère lors d'un de ces dîners, sans que ce soit vraiment une question. « Vanessa te veut là. » Bien sûr, avais-je répondu, poussant la nourriture dans mon assiette alors que mon estomac se contractait. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Le gala était prévu pour le 15 novembre. Mon opération d'urgence, elle, était programmée par mon corps pour le même soir, même si je ne le savais pas encore. La douleur s'était progressivement aggravée tout au long du mois d'octobre. J'étais allé voir mon médecin 2 fois. La première fois, elle avait suggéré que cela pouvait être lié au stress, et m'avait prescrit des médicaments pour le reflux acide. La deuxième fois, elle avait demandé une échographie, qui avait montré quelque chose d'anormal sur mon appendice, mais sans être concluante. Elle m'avait orienté vers un spécialiste, mais le premier rendez-vous disponible n'était que dans 3 semaines. Si la douleur devient insupportable, allez aux urgences, m'avait-elle dit. N'attendez pas, j'avais hoché la tête, récupéré mes ordonnances, et été retourné au travail. Avec le recul, je vois à quel point c'était stupide. Mais quand on vit la situation de l'intérieur, tout semble gérable, jusqu'à ce que, soudain, ça ne le soit plus. Je prenais de l'ibuprofène comme des bonbons, et je continuais à assister aux réunions, à répondre aux emails, à prétendre que tout allait bien, car admettre le contraire me semblait être un aveu de faiblesse. Mon petit ami, Nathan, avait remarqué que je ne mangeais pas beaucoup. Nous étions ensemble depuis 2 ans, nous vivions dans mon appartement à Back Bay, et il s'était suffisamment inquiété pour me suggérer de chercher des réponses plus activement. Mais Nathan était un architecte qui voyageait constamment pour son travail, et il était parti pour un projet à Seattle la semaine précédant le gala. Nous parlions au téléphone, et j'avais minimisé la gravité de la situation, car je ne voulais pas qu'il s'inquiète à 5000 km de distance. La matinée du 15 novembre a mal commencé. Je m'étais réveillé à 4 heures du matin, avec une douleur si intense que j'avais passé 20 minutes dans la salle de bain, à essayer de ne pas vomir. Le temps que je me prépare pour le travail, je transpirais malgré le froid de novembre. Je me suis déclaré malade, chose que je ne faisais presque jamais, et j'ai passé la journée recroquevillé sur mon canapé, une bouillotte pressée contre mon flanc. Vers 14 heures, ma mère a appelé. « Marie, s'il te plaît, dis-moi que tu te prépares », a-t-elle dit sans préambule. Le gala commence à 19 heures, et tu sais comment est ta sœur quand les gens sont en retard. Maman, je ne me sens vraiment pas bien, ma voix était sortie plus faible que je ne l'avais prévu. Je pense que je vais peut-être devoir passer mon tour ce soir. Le silence à l'autre bout du fil a duré assez longtemps pour que je vérifie que l'appel n'avait pas été coupé.
Tu plaisantes, a finalement dit ma mère. Son ton était devenu glacial. Marie, c'est le gala de fiançailles de ta sœur. Elle prépare ça depuis des mois. Je sais, mais j'ai très mal. Je traîne ce problème d'estomac, et aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Tu as toujours été dramatique quand tu es malade. Les mots de ma mère ont traversé le téléphone comme une lame. Tu te souviens quand tu t'étais convaincu que tu avais la mononucléose au lycée, et que ce n'était qu'un rhume? Ou quand tu pensais t'être cassé la cheville lors de ce voyage au ski, et que c'était juste une entorse? Maman, c'est différent. C'est toujours différent avec toi, Marie. Tu as un petit inconfort, et soudain, c'est une urgence médicale. Elle a soupiré, de ce son exaspéré qu'elle avait perfectionné au fil des années, face à ce qu'elle percevait comme ma prudence excessive. Prends du Tylenol et ressaisis-toi. Ta sœur a besoin de toi là-bas. Nous tous. Ne nous embarrasse pas en étant le seul membre de la famille à ne pas venir. La culpabilité m'a frappé immédiatement, ce qui, j'en suis sûr, était son intention. Ma mère avait toujours su exactement sur quel bouton appuyer, et le bouton n'embarrasse pas la famille était son préféré. Je vais essayer, avais-je dit faiblement. Tu feras plus qu'essayer. Sois là à 18h30. Nous avons besoin de faire des photos avant l'arrivée des invités. Elle avait raccroché avant que je puisse répondre. J'étais resté assise là, tenant mon téléphone, sentant la douleur pulser dans mon abdomen par vagues, et je me demandais si, peut-être, elle avait raison. Peut-être que j'étais trop dramatique. Peut-être que c'était juste une mauvaise journée. J'ai tenu bon pendant quelques heures. Vanessa était ma seule sœur. Malgré nos chemins de vie différents, malgré la façon dont mes parents favorisaient clairement ses réussites par rapport aux miennes, elle restait ma petite sœur. À 17h, je me suis convaincu que je pouvais le faire. Je me suis habillé avec la robe de cocktail que j'avais achetée spécialement pour le gala, je me suis maquillé avec soin pour cacher ma pâleur, et j'ai commandé un VTC pour me rendre au jardin botanique. Chaque bosse sur la route envoyait de nouvelles pointes d'agonie à travers mon torse, mais je respirais à travers la douleur. Le lieu était spectaculaire, je devais l'admettre. Des milliers de petites lumières avaient été tendues à travers la serre, transformant l'espace en un conte de fées. Vanessa était absolument magnifique dans sa robe couleur champagne, et Preston se tenait à ses côtés, l'air fièrement approprié. Mes parents tenaient salon près de l'entrée, saluant les invités avec une grâce sociale issue d'années de pratique. Marie, enfin, avait dit mon père en m'apercevant. Nous commencions à penser que tu allais vraiment manquer la célébration de ta propre sœur. Je vous avais dit qu'elle viendrait, avait ajouté ma mère, me faisant la bise. Bien que tu aies l'air un peu pâle, ma chérie. Tu devrais passer aux toilettes avant les photos. J'ai survécu aux photos de famille officielles, même s'il a fallu que je m'appuie contre un pilier entre les prises. J'ai survécu à la première heure du gala, sirotant un verre de ginger ale et évitant les buffets, car l'idée de manger me donnait la nausée. J'ai même survécu aux présentations de ma mère à plusieurs amis de la famille de Preston, des gens dont j'ai oublié les noms instantanément, car la douleur commençait à tout noyer. Vers 20h30, j'ai trouvé ma mère près du bar. Maman, j'ai vraiment besoin de rentrer. Quelque chose ne va vraiment pas, elle m'a regardé avec une irritation à peine dissimulée. Marie, nous n'avons même pas encore porté le toast. Peux-tu s'il te plaît tenir encore une heure? Je ne pense pas pouvoir. La douleur s'intensifie. Alors, assieds-toi quelque part au calme un moment. Il y a un banc dans la salle des orchidées. Mais tu ne peux absolument pas partir avant que Vanessa et Preston ne coupent le gâteau. Ça la dévasterait. J'ai essayé d'argumenter, mais ma mère s'était déjà détournée pour saluer quelqu'un d'autre, me congédiant d'un geste de la main. La salle des orchidées était vide, et merveilleusement fraîche. Je me suis assise sur le banc que ma mère avait suggéré, légèrement penché en avant, car cette position faisait un peu moins mal que de s'asseoir droite. À travers les parois de verre, je pouvais voir la fête continuer. L'orchestre jouait. Les gens riaient et dansaient. Vanessa rayonnait au centre de tout ça. La douleur a atteint un paroxysme vers 21h15. Un instant, je respirais à travers les crampes, et l'instant d'après, quelque chose s'est rompu en moi, et le monde est devenu blanc d'agonie. J'ai essayé de me lever, et je me suis immédiatement effondré. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Des fragments me reviennent parfois, généralement à 3 heures du matin quand je ne peux pas dormir, le froid du carrelage contre ma joue, quelqu'un qui crie à l'aide, le goût de cuivre dans ma bouche,
être soulevé sur une civière, le plafond de la serre qui tourne au-dessus de moi, alors qu'il me transporte à travers la foule. Plus tard, bien plus tard, une des amies de Vanessa m'a raconté à quoi la scène ressemblait de l'extérieur. J'étais allongé sur le sol de la salle des orchidées, dans une mare de sang qui s'étendait. Ma robe champagne était devenue cramoisie, pendant que les ambulanciers s'activaient frénétiquement pour me stabiliser. Le gala tout entier s'était arrêté. Les invités s'étaient attroupés, essayant de voir ce qui se passait. Quelqu'un avait appelé les secours, et mes parents étaient furieux de la perturbation. Selon cette amie, qui avait été assez choquée par leur réaction pour s'en souvenir clairement, ma mère avait en fait dit, ne pouvait-elle vraiment pas tenir jusqu'à la découpe du gâteau? J'avais été transporté d'urgence au Massachusetts General Hospital, où les médecins avaient découvert que mon appendice ne s'était pas seulement rompu, mais qu'il fuyait apparemment lentement depuis des jours, remplissant ma cavité abdominale d'infections et de saignements internes. J'avais besoin d'une opération d'urgence immédiate. Mon état était si critique que l'équipe chirurgicale avait brièvement envisagé qu'il soit peut-être trop tard. L'opération a duré 4 heures. Mon cœur s'est arrêté 2 fois sur la table d'opération. Le chirurgien a dit plus tard à Nathan, qui avait pris le premier vol depuis Seattle, que j'étais passé à quelques minutes de la mort, d'un choc septique et d'une hémorragie. Pendant que je me vidais de mon sang dans la salle d'opération, ma famille était au jardin botanique. Le gala avait continué. Après le départ de l'ambulance, mes parents avaient annoncé que j'avais eu un malaise, mais que l'on s'occupait de moi, puis ils avaient poursuivi le programme prévu. Le toast avait été porté. Le gâteau avait été coupé. L'orchestre avait joué jusqu'à minuit. Aucun membre de ma famille n'est venu à l'hôpital cette nuit-là. Je me suis réveillé 36 heures plus tard en soins intensifs, intubé et connecté à tant de machines que je ressemblais à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Nathan était là, endormi sur la chaise à côté de mon lit. Quand j'ai ouvert les yeux, il a immédiatement appelé l'infirmière et m'a tenu la main, pendant que j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Mes parents sont venus me voir le 3e jour. J'avais été transféré dans une chambre normale à ce moment-là, même si j'avais encore très mal et que j'étais sous 4 antibiotiques par intraveineuse. Ils sont arrivés vers 14 heures, ma mère portant un petit bouquet de fleurs de supermarché. « Marie, Dieu merci, tu vas bien ?» avait dit ma mère, posant les fleurs sur le rebord de la fenêtre. « Tu nous as fait une sacrée peur. » Mon père s'était tenu près de la porte, l'air mal à l'aise, comme le sont les gens confrontés à la maladie. Le médecin a dit que tu allais te rétablir complètement. Je les ai regardés, l'esprit encore embrumé par les analgésiques, mais assez lucide pour reconnaître l'absence de toute réelle préoccupation dans leur voix. Vous n'êtes pas venu, avais-je dit. Ma gorge était irritée par le tube respiratoire. J'ai failli mourir, et vous n'êtes pas venu. Le médecin a dit que tu étais en chirurgie, et qu'il n'y avait rien que nous puissions faire, avait répondu ma mère, arrangeant les fleurs inutilement. Il semblait plus pratique de rester avec Vanessa. Elle était absolument bouleversée par ce qui s'est passé. Bouleversée que j'ai gâché sa fête, tu veux dire? L'expression de ma mère s'était durcie. C'est injuste. Ta sœur était sincèrement inquiète pour toi. Mais oui, Marie, ton timing était incroyablement malheureux. As-tu la moindre idée de ce que ce gala a coûté? Du nombre de personnes importantes qui étaient là. Les parents de Preston étaient mortifiés par tout ce chaos. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose qui se fissurait probablement depuis des années, mais qui s'est finalement rompu complètement à ce moment-là. J'ai failli mourir. Mais ce n'est pas le cas, avait interjeté mon père, son ton suggérant que nous devrions tous être reconnaissants et passer à autre chose. Le médecin t'a sauvé. Tout s'est bien terminé. Inutile d'être mélodramatique. Mélodramatique. Voilà encore ce mot. J'ai besoin que vous partiez, avais-je dit doucement. Marie, ne sois pas puérile, avait commencé ma mère, mais je l'avais interrompu. Sortez. Tous les deux. Maintenant. Ils avaient échangé un regard, et j'avais vu la bouche de ma mère se crisper, de cette façon qu'elle avait quand elle était mécontente mais essayait de garder son sang-froid. Très bien. Nous reviendrons quand tu te sentiras plus rationnel. Clairement, les médicaments te rendent émotive. Après leur départ, j'ai pleuré pour la première fois depuis mon réveil. Nathan m'a tenu aussi prudemment qu'il le pouvait, sans déranger mes tubes et mes fils, et j'ai sangloté sur son épaule jusqu'à m'épuiser et me rendormir. Vanessa m'a envoyé un texto 4 jours après l'opération.
Maman a dit que tu es réveillé. Contente que tu ailles bien. Désolé que le timing de tout ça ait été si terrible. Désolé que le timing ait été terrible. Pas désolé que tu aies failli mourir. Pas désolé de ne pas être venu. Désolé pour le timing. Comme si mon urgence médicale avait été un contretemps gênant. J'ai regardé ce texto pendant un long moment avant de le supprimer sans répondre. L'hôpital m'a gardé 8 jours au total. Nathan a été là à chaque instant, sauf quand on le forçait à rentrer chez lui pour se doucher ou dormir. Ma meilleure amie de l'université, Alexis, est venue de New York 2 fois pour me voir. Plusieurs collègues ont envoyé des cartes et des fleurs. Mes parents ne sont pas revenus. Vanessa n'est pas venue. Le jour de ma sortie, ma mère a appelé, pendant que Nathan m'aidait à m'habiller avec de vrais vêtements au lieu d'une blouse d'hôpital. Ton père et moi pensons que tu dois des excuses à Vanessa, a-t-elle annoncé. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Pardon? Son gala de fiançailles devait être le point culminant de son année, Marie. Au lieu de ça, toute la soirée a tourné autour de toi et de ton drame médical. Plusieurs invités sont partis plus tôt. Le photographe n'a pas pu prendre toutes les photos que Vanessa voulait, à cause de l'ambulance et des voitures de police dehors. La mère de Preston a posé des questions indiscrètes sur les antécédents médicaux de notre famille. Tout ça était embarrassant. J'étais en train de mourir, maman. Je suis désolé que ça ait interrompu la fête. Tu vois, c'est exactement cette attitude dont je parle. Tu as toujours eu besoin de tout ramener à toi. Même enfant, tu ne supportais pas que Vanessa reçoive de l'attention. Quelque chose de froid et de clair s'est installé en moi pendant qu'elle parlait. Le brouillard des médicaments s'était suffisamment dissipé pour que j'entende exactement ce qu'elle disait, et ce qu'elle ne disait pas. Tu as raison, avais-je dit, ma voix plate. Je m'excuse d'avoir failli mourir à un moment inopportun. Ça n'arrivera plus. Eh bien, voilà qui est mieux. Je suis contente que tu sois enfin raisonnable à ce sujet. Nous t'inviterons à dîner une fois que tu seras rétabli, et nous pourrons tous tourner la page sur ce désagrément. Bien sûr, maman. Je te dirai quand je me sentirai d'attaque. J'avais raccroché et regardé Nathan, qui se tenait là avec mes chaussures à la main, une fureur absolue sur le visage. Est-ce qu'elle vient sérieusement de... avait-il commencé, mais j'avais secoué la tête. J'ai besoin que tu me ramènes à la maison. On en parlera plus tard. Le trajet de retour à mon appartement a été silencieux. Nathan m'a aidé à monter les escaliers, m'a installé sur le canapé avec des oreillers et des couvertures, s'est assuré que j'avais mes médicaments, de l'eau, et tout ce dont je pourrais avoir besoin à portée de main. Puis il s'est assis à côté de moi, en faisant attention de ne pas me bousculer. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-il demandé. Je pensais à cette question depuis la visite de mes parents à l'hôpital, mais l'appel téléphonique avait cristallisé quelque chose dans mon esprit. « Je vais les laisser partir », avais-je dit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que c'est fini. Avec mes parents, avec Vanessa, avec tout ça. Ils m'ont montré exactement où je me situe dans leurs priorités, et j'en ai assez de prétendre que ça n'a pas d'importance. » Nathan m'a serré la main. « Je soutiens ta décision, quelle qu'elle soit. Tu le sais. Mais es-tu sûr ? Ce sont des décisions permanentes, Marie. Ils ont choisi le permanent quand ils sont restés à cette fête pendant que j'étais en train de mourir. Je ne fais qu'honorer leur choix. Le plan s'est formé progressivement au cours des semaines suivantes, pendant ma convalescence. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit, ni de me venger de manière spectaculaire. J'avais simplement décidé de me retirer de leur vie, aussi proprement et complètement que possible. De la même manière qu'on exciserait une tumeur. J'ai commencé petit. J'ai arrêté de répondre aux textos et aux appels de ma mère. Quand elle s'en est plainte à mon père, qui m'a alors appelé lui-même, j'ai répondu une fois pour lui dire que j'étais occupé par ma convalescence, et que je les contacterais quand je serais prête. Puis j'ai arrêté de répondre à ses appels aussi. Thanksgiving a eu lieu 3 semaines après mon opération. Nathan et moi nous sommes envolés pour le Colorado pour le passer avec ses parents, des gens qui s'étaient plus inquiétés pour ma santé en un seul appel téléphonique, que ma propre famille pendant toute cette épreuve. J'ai ignoré les messages de plus en plus irrités de ma mère, qui exigeait de savoir où j'étais, et pourquoi j'avais manqué le dîner sans prévenir personne. Noël a été le véritable test. Ma famille avait pour tradition de se réunir chez mes parents la veille de Noël, une soirée formelle qui était sacrée dans la maisonnée Hartley, d'aussi loin que je me souvienne.
Ma mère m'a appelé 2 semaines avant Noël pour confirmer que je serais présente. J'ai laissé son appel aller sur la messagerie vocale. Puis, j'ai bloqué son numéro. J'ai fait de même avec le numéro de mon père, celui de Vanessa, et la poignée de parents qui avaient commencé à me contacter de la part de ma mère, pour me demander pourquoi j'étais difficile. Le silence a été immédiat et absolu. Pas d'appel, pas de texto, pas de mais. Je m'étais rendu injoignable et invisible. Nathan m'a demandé plusieurs fois si j'étais sûr de ma décision. J'étais sûr. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais légère, sans le poids constant de leurs attentes et de leurs déceptions. J'ai changé de numéro de téléphone en janvier, et je n'ai donné le nouveau à aucun membre de ma famille. J'ai déménagé dans un autre appartement en février, un appartement à Brooklyn dont aucun d'eux ne connaissait l'adresse. Je les ai bloqués sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. J'ai même changé mes informations de contact d'urgence au travail et chez mes médecins. En mars, j'avais effectivement disparu de la vie de ma famille. J'ai appris par Alexis, qui avait croisé une vieille amie de la famille, que mes parents avaient d'abord été confus, puis agacés, puis sincèrement déconcertés par mon absence. Apparemment, ils s'étaient rendus à mon ancien immeuble, pour se faire dire par le propriétaire que j'avais déménagé sans laisser d'adresse. Il semble penser que tu as fait une sorte de dépression nerveuse, m'a dit Alexis autour d'un café. Ta mère demandait si je savais où tu étais, si tu allais bien. Elle avait l'air vraiment inquiète. Elle s'inquiète de l'image que renvoie la disparition de sa fille, ai-je corrigé. Elle ne s'inquiète pas pour moi. Alexis m'a étudié attentivement. Tu penses vraiment pouvoir tenir comme ça pour toujours? Je ne sais pas pour toujours, ai-je dit, mais je peux tenir aussi longtemps que nécessaire. La vérité, c'est que je me sentais mieux que jamais. Mon travail s'était amélioré, car je n'étais plus constamment distraite par les drames familiaux. Ma relation avec Nathan s'était approfondie, car je ne l'utilisais plus comme un tampon émotionnel contre les critiques de mes parents. J'avais recommencé à courir, reconstruisant lentement la force que j'avais perdue pendant ma convalescence. J'avais même repris la peinture, une chose que j'adorais à l'université, mais que j'avais abandonnée parce que ma mère considérait cela comme une perte de temps. 8 mois se sont écoulés ainsi, 8 mois de paix, d'autonomie et de liberté, loin du jugement constant sous lequel j'avais vécu toute ma vie. Et puis, mon père a eu une crise cardiaque. Je l'ai appris par pur hasard. J'étais à une conférence à New York fin juillet, et j'ai croisé une des cousines de Preston dans l'ascenseur de l'hôtel. Elle m'a reconnu immédiatement et s'est lancée dans un discours de sympathie, sur à quel point tout devait être terrible avec mon père, et qu'elle espérait qu'il se rétablirait vite. Je suis resté là, dans l'ascenseur, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Je suis désolé, qu'est-il arrivé à mon père? Son visage s'est décomposé. Oh mon Dieu, tu ne sais pas? Je pensais que ta famille t'avait prévenu. Prévenu de quoi? Ton père a eu une crise cardiaque il y a 3 jours. Il est à l'hôpital Mount Auburn. J'ai juste supposé que tu y serais, ou au moins que quelqu'un t'aurait appelé. Je suis sorti de l'ascenseur au mauvais étage, et j'ai passé 10 minutes dans une alcôve de couloir, à regarder mon téléphone. Ils avaient essayé de me joindre, bien sûr, mais j'avais bloqué tous leurs numéros des mois auparavant, et j'étais complètement injoignable. La question était de savoir si cela m'importait. J'ai appelé Nathan depuis New York. Il a répondu immédiatement, a entendu le tremblement dans ma voix, et m'a laissé réfléchir à voix haute. C'est mon père, avais-je dit. Malgré tout, il reste mon père. Peut-être que je devrais aller à l'hôpital. Veux-tu le voir, a demandé Nathan avec précaution. Où sens-tu que tu devrais le voir? Parce que ce sont 2 choses différentes, Marie. J'ai pensé à la chambre d'hôpital 8 mois plus tôt, à mes parents arrivant le 3e jour avec des fleurs de supermarché, à ma mère me disant que je devais des excuses à Vanessa alors que je me remettais à peine d'avoir failli mourir. Je ne veux pas le voir, ai-je admis. Je ne ressens rien, sauf peut-être une préoccupation lointaine, comme si j'entendais parler du malheur d'un étranger. Alors tu as ta réponse, a dit doucement Nathan. Je suis resté à New York pour le reste de la conférence. J'ai vérifié brièvement les nouvelles et j'ai trouvé un petit article mentionnant que Richard Hartley, éminent avocat de Boston, avait subi un épisode cardiaque mais était dans un état stable. Puis j'ai rangé mon téléphone et je suis allé dîner avec des collègues. Mon père avait survécu. Selon un article de suivi que j'ai trouvé une semaine plus tard, il avait subi une pose de stent en urgence et était dans un état stable,
bien que l'article mentionnât qu'il avait subi des dommages cardiaques importants. Je me sentais soulagé qu'il aille bien, mais je ne les ai pas contactés. La véritable confrontation a eu lieu en septembre, presque un an après le gala qui a failli me tuer. J'étais dans un restaurant à Cambridge avec Nathan, pour célébrer ma promotion au poste de directrice principale, quand j'ai levé les yeux de mon menu et j'ai vu Vanessa, debout à 3 tables de là. Elle m'a vu exactement au même moment. Son visage a traversé une série d'expressions surprise, confusion, colère avant qu'elle ne s'excuse auprès de ses convives et ne se dirige directement vers notre table. Marie. Sa voix était assez tranchante pour couper. Où diable étais-tu passé? J'ai posé mon menu avec précaution. Vanessa, ravi de te voir. Ravi de me voir? Tu plaisantes? Elle avait gardé la voix basse, consciente des autres clients, mais sa fureur était évidente. Tu as disparu pendant presque un an. Maman et papa sont devenus fous à essayer de te retrouver. Papa a eu une crise cardiaque, et tu n'as même pas daigné lui rendre visite à l'hôpital. On ne m'a pas informé qu'il avait eu une crise cardiaque, ai-je dit d'un ton égal, parce que vous vous êtes tous exclus de ma vie, quand vous m'avez traité comme si je n'avais pas d'importance. C'est toi qui as bloqué tous nos numéros, a-t-elle rétorqué. Tu as déménagé sans prévenir personne. Tu nous as complètement coupés de ta vie, comme si nous ne signifions rien pour toi. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai regardé ma sœur, cette personne avec qui j'avais grandi et que je reconnaissais à peine, et je n'ai ressenti rien d'autre qu'une sorte de tristesse lointaine. J'ai failli mourir, Vanessa, sur une table d'opération, pendant que toi, maman et papa étiez à ta fête, en train de manger du gâteau. Ce n'est pas juste. Nous ne savions pas à quel point c'était grave. L'ambulance a dit que tu étais stable. Mon cœur s'est arrêté 2 fois pendant l'opération. Le médecin a dit que j'étais passé à quelques minutes de la mort, et pas une seule personne de ma famille n'est venue à l'hôpital cette nuit-là. J'ai gardé une voix stable. Tu m'as envoyé un texto des jours plus tard, pour me dire que tu étais désolé pour le timing. Le visage de Vanessa est devenu rouge. Je ne savais pas quoi dire. C'était gênant. Gênant, ai-je répété. Mon expérience de mort imminente était gênante pour toi. Tu es injuste. Maman et papa t'ont rendu visite. Ils t'ont apporté des fleurs. 3 jours plus tard, après m'avoir traité de mélodramatique et avoir suggéré que j'avais gâché ta fête exprès. J'ai pris mon verre d'eau, juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains. Tu veux savoir ce qui ne va pas chez moi? Rien. Pour la première fois de ma vie, rien ne va mal chez moi. Je suis en bonne santé. Je suis heureuse. J'ai des gens autour de moi qui se soucient réellement de savoir si je vis ou si je meurs. Nous nous soucions de toi, a insisté Vanessa, mais les mots sonnaient creux. Vous vous souciez de la façon dont mon absence vous affecte. Ce n'est pas la même chose. Et alors? Tu ne vas tout simplement plus jamais nous parler? Tu vas prétendre que tu n'as pas de famille. Je ne prétends rien. Je choisis simplement de ne pas entretenir de relations avec des personnes qui ont démontré que je ne compte pas pour elles, à moins que je ne joue le rôle qu'elles veulent que je joue. Vanessa est restée là un instant de plus, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle voulait dire autre chose, mais ne trouvait pas les mots. Finalement, elle a juste secoué la tête. Tu as changé. J'ai failli mourir. Ça change une personne. Elle est retournée à sa table après ça, et je l'ai regardée donner une excuse à ses convives avant de quitter complètement le restaurant. Nathan a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Ça va? A-t-il demandé. Oui, ai-je dit, surprise de constater que je le pensais. Ça va vraiment. La dernière pièce du puzzle est arrivée 2 mois plus tard, en novembre, presque exactement un an après le gala. J'étais dans mon appartement quand quelqu'un a sonné à l'interphone. Le portier a appelé pour me dire qu'une certaine Diane Hartley était là, et demandait à me voir. J'ai failli lui dire de la renvoyer, mais il y avait quelque chose dans sa voix, une note d'inquiétude qui m'a fait hésiter. Est-ce qu'elle va bien? Ai-je demandé. Elle semble assez bouleversée, mademoiselle Hartley. Elle pleurait. Je lui ai dit de la faire monter, et j'ai attendu près de la porte de mon appartement, les bras croisés, les défenses entièrement levées. Ma mère avait l'air plus petite que dans mon souvenir, plus âgée. Son maquillage était maculé de larmes, et elle serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage. Marie, sa voix s'est brisée sur mon nom. S'il te plaît, pouvons-nous parler?
Je l'ai laissé entrer, mais je ne lui ai pas proposé de siège. Nous nous tenions dans mon entrée, à 2 pieds l'une de l'autre, mais à des kilomètres de distance. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton père. Sa voix tremblait. Il a eu un autre épisode hier. Il ne pense pas que elle s'est arrêtée, a pressé une main contre sa bouche. Les médecins ne pensent pas qu'il lui reste beaucoup de temps. Son cœur est en train de lâcher. Le choc a été immédiat et désorientant. Quoi? Je pensais qu'il s'était remis. L'article disait qu'il allait bien. Il ne gérait pas correctement ses médicaments. Il a recommencé à travailler trop d'heures, trop de stress. Son cœur n'arrêtait pas de s'affaiblir. Hier, il a juste. Elle s'est mise à pleurer pour de bon. Marie, s'il te plaît. Il te réclame. Il veut te voir avant d'eux. S'il te plaît. Je suis resté là, à regarder ma mère pleurer, et j'ai essayé d'accéder à un sentiment quelconque face à ce qu'elle venait de me dire. De la tristesse, du chagrin, de la colère qui les laissait sa santé se détériorer. Mais le puits dans lequel j'avais puisé toute ma vie s'était tari. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'hôpital? La question est sortie avant que je ne décide consciemment de la poser. Cette nuit-là, quand j'étais en train de mourir. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Ma mère a essuyé ses yeux, étalant davantage son mascara. Quoi? C'est une question simple, ai-je dit. J'aimerais une réponse avant de prendre une décision concernant papa. Marie, ton père est en train de mourir. Et j'ai failli mourir pendant que vous mangiez du gâteau et posiez pour des photos. Alors, je le demande à nouveau. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'hôpital? Elle avait l'air sincèrement confuse, comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi je soulevais quelque chose de si manifestement ancien et sans pertinence. Le médecin a dit que tu étais en chirurgie. Il n'y avait rien que nous aurions pu faire. Vous auriez pu être là à mon réveil. Vous auriez pu annuler le reste de la fête. Vous auriez pu agir comme si vous vous souciiez, ne serait-ce qu'un peu, que votre fille ne survive peut-être pas à la nuit. Nous nous soucions de toi, mais Vanessa avait aussi besoin de nous. Le gala était plus important que moi. Je sais. Vous l'avez rendu abondamment clair. Le visage de ma mère s'est durci, une partie de son acier habituel revenant. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Même maintenant, tu ne peux pas laisser tomber ce ressentiment mesquin, assez longtemps pour être là pour ton père mourant. Je ne suis pas jalouse de Vanessa, ai-je dit d'un ton égal. Je suis en colère que mes parents aient accordé plus de valeur à sa fête qu'à ma vie. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Et vous savez quelle est la pire partie? Vous ne pensez toujours pas que vous avez fait quoi que ce soit de mal. Même maintenant, vous êtes ici à me demander de tout laisser tomber pour venir au chevet de papa. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi je pourrais hésiter, après que vous n'ayez pas pu faire la même chose pour moi. C'est différent. En quoi? Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, puis l'a rouverte. Tu as survécu. Par chance. Le chirurgien a dit à Nathan que ça aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Je suppose que c'est vrai. Tu as survécu malgré nous. Alors voilà. La voix de ma mère était devenue amère. Tu vas laisser ton père mourir sans lui dire au revoir, parce que tu t'accroches à une rancune à propos d'une fête. Il ne s'agissait pas de la fête, maman. Il ne s'est jamais agi de la fête. Il s'agissait du fait que, lorsque j'ai eu le plus besoin de vous, vous avez choisi autre chose, quelqu'un d'autre. Et ensuite, vous avez eu l'audace de me dire que j'étais mélodramatique, et que je devais des excuses à Vanessa. J'étais contrarié. Toute la soirée avait été gâchée. Et voilà encore, ai-je dit doucement. La soirée. L'événement. Peu importe que j'ai failli mourir. Peu importe que j'ai saigné intérieurement pendant des jours. Et vous m'avez traité de dramatique quand j'ai dit que je ne pouvais pas venir. La seule chose qui comptait, c'est que vos plans aient été perturbés. Ma mère a redressé les épaules, ses larmes séchant alors que son impériosité naturelle reprenait le dessus. Très bien, a-t-elle dit sèchement. Je vois que tu as pris ta décision sur tout ça. Tu as décidé que nous sommes les méchants dans ton histoire, et rien de ce que je dirai ne changera ça. Mais ton père t'aime, Marie. Quoi que tu penses de moi ou de Vanessa, il reste ton père, et il est en train de mourir. Peux-tu vraiment vivre avec toi-même si tu ne lui dis pas au moins au revoir? J'ai réfléchi à cette question un long moment.
pourrais-je vivre avec? La réponse m'a surprise par sa clarté. Oui, avais-je dit. Je le peux. Parce que j'ai déjà dit au revoir, quand je me suis réveillé en soins intensifs et que j'ai réalisé qu'aucun de vous ne s'était assez soucié de moi pour être là. Tout le reste ne serait qu'une répétition. Tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais ce sera mon regret à porter, pas le vôtre. Ma mère est partie sans un autre mot. Je l'ai regardée depuis ma fenêtre monter dans sa voiture et s'éloigner. J'ai attendu que la culpabilité ou le chagrin me frappe. Ce n'est jamais arrivé. Mon père est mort 2 jours plus tard. Je l'ai appris par une nécrologie dans le Boston Globe. Le service avait eu lieu dans une église de Cambridge, avec une forte affluence, selon l'article, et des discours de collègues et de membres de la famille. J'ai tout lu, assise à ma table de cuisine, buvant du café, et me sentant étrangement déconnecté de tout ce récit. Nathan s'inquiétait pour moi. « Tu es sûr que ça va ? C'est normal d'avoir des sentiments compliqués à ce sujet. » J'en suis sûr, avais-je dit. Je suis triste qu'il soit parti, mais je suis triste comme je le serais pour n'importe quelle personne qui meurt, pas comme je le serais pour la perte de mon père. Je l'ai regardé. Est-ce que ça fait de moi une personne horrible? Non, a-t-il dit doucement. Ça fait de toi une personne qui s'est protégée des gens qui lui ont fait du mal. Vanessa avait réussi à obtenir mon nouveau numéro, probablement d'un contact commun ou d'un ancien collègue, et a laissé un message vocal après les funérailles. Je l'ai écouté une fois. Elle sanglotait, me traitant de sans-cœur et de cruel, disant que j'avais tué notre père par mon égoïsme, en n'étant pas là quand il avait le plus besoin de moi. J'ai supprimé le message sans répondre. Les mois qui ont suivi ont été calmes. Je me suis jeté dans le travail, je me suis fiancé à Nathan ce printemps-là, et j'ai commencé à planifier un petit mariage, juste pour les amis proches. J'ai construit une vie qui n'avait pas de place pour la famille dans laquelle j'étais né. Parfois, les gens me posaient des questions sur mes parents, et j'ai développé une réponse simple, nous n'avons plus de contact. La plupart des gens étaient assez polis pour ne pas insister. 1 an après la mort de mon père, presque 2 ans après le gala, je me promenais dans le Boston Common quand j'ai vu ma mère, assise sur un banc. Elle était seule, nourrissant des pigeons avec un sac de miettes de pain, et elle avait l'air si diminuée que je suis presque passé sans la reconnaître. Elle a levé les yeux alors que j'approchais, et nos regards se sont croisés. Je l'ai vu réaliser qui j'étais, j'ai vu son visage se transformer à travers une douzaine de micro-expressions, avant de se figer dans quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Je me suis assise à côté d'elle, en gardant une distance prudente. « Comment vas-tu » ai-je demandé. « Je vais bien. » Sa voix était calme, dépourvue de son tranchant habituel. « Et toi ?»« Je vais bien. Je me suis fiancé. »« Félicitations » a-t-elle dit automatiquement, sans inflexion. « À Nathan. »« Oui. » Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, à regarder les pigeons se battre pour des miettes de pain. « Ta sœur s'est mariée le mois dernier » a finalement dit ma mère. Une petite cérémonie, juste la famille. Enfin, ce qu'il en reste. J'espère qu'elle est heureuse. Elle l'est. Preston la traite bien. Une autre pause. Elle demande parfois de tes nouvelles. Vraiment? Elle se sent coupable de ce qui s'est passé. De tout ça. Elle devrait. Ma mère s'est alors tournée pour me regarder. Vraiment me regarder. Est-ce que tu nous détestes? La question a flotté dans l'air entre nous. J'ai envisagé de mentir, de dire quelque chose de diplomatique, mais j'ai finalement opté pour la vérité. Non, je ne vous déteste pas, ai-je dit. Je n'ai juste plus besoin de vous. C'est pire, d'une certaine manière. Elle a ri, mais cela ressemblait plus à un sanglot. La haine signifierait au moins que nous comptons encore pour toi. Vous aviez le choix, maman, ai-je dit doucement. Chaque jour, vous aviez le choix sur la façon de me traiter, de me prioriser, d'être là pour moi. Et à chaque fois, vous avez choisi autre chose, quelqu'un d'autre. Finalement, j'ai arrêté d'attendre que vous me choisissiez. Je t'ai choisi, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Je suis ta mère. Être ma mère, c'est de la biologie. Me choisir aurait signifié agir en conséquence. Elle a chiffonné le sac de pain vide dans ses mains, le son crépitant dans le silence. Ton père t'a réclamé avant de mourir. Le savais-tu? Pas seulement cette nuit-là où je suis venu à ton appartement, mais à l'hôpital,
dans ces dernières heures. Il n'arrêtait pas de dire ton nom. L'information a atterri sans impact. Je suis désolé qu'il soit mort en désirant quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Mais c'est lui-même qui m'a appris cette leçon. Les gens n'obtiennent pas toujours ce qu'ils veulent, surtout quand ils ont passé des années à faire comprendre que quelqu'un ne compte pas pour eux. Nous n'avons jamais dit que tu ne comptais pas, vous n'aviez pas besoin de le dire, maman. Vous me l'avez montré. Maintes et maintes fois. Le gala n'était que la confirmation finale de quelque chose que j'avais su toute ma vie. Ma mère a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas, ai-je dit doucement. C'est ce que j'essaie de te dire. Il n'y a rien à réparer, parce que je ne suis pas brisé. J'ai juste tourné la page. Alors, c'est permanent. Tu ne reviendras jamais. Je me suis levé, époussetant des miettes invisibles de mon jean. Je ne reviens pas, parce que je n'ai jamais vraiment été là pour commencer. Vous étiez si occupé à polir Vanessa pour en faire la fille parfaite, que vous n'avez jamais remarqué que j'étais déjà parti. Marie. J'espère que tu auras une belle vie, maman, ai-je dit, en le pensant. Je le pense sincèrement. J'espère que le mariage de Vanessa est heureux, que tu auras des petits-enfants, et toutes les choses que tu voulais. Je n'en ferai simplement pas partie. Je me suis éloigné alors, la laissant sur ce banc. Je ne me suis pas retourné. C'était il y a 3 ans maintenant. J'ai 34 ans. J'ai épousé Nathan lors d'une cérémonie dans un vignoble de la Napa Valley, avec 40 de nos amis les plus proches. Nous avons acheté une maison à Newton. Je suis devenu associé dans mon cabinet l'année dernière. Nous parlons de fonder une famille. Ma vie est pleine, riche, et complètement séparée des gens qui m'ont élevé. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Habituellement, ces pensées viennent tard dans la nuit, quand Nathan dort à côté de moi et que je parcours mon téléphone, voyant les photos de famille des autres, ressentant cette douleur fantôme là où quelque chose existait autrefois. Mais ensuite, je me souviens du bracelet d'hôpital à mon poignet. Je me souviens du froid de la table d'opération. Je me souviens de m'être réveillé et d'avoir réalisé que les personnes qui étaient censées m'aimer le plus au monde avaient choisi une fête plutôt que ma vie. Et je me souviens que me choisir, moi, n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une punition. Ce n'était même pas vraiment un choix. C'était de la survie. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre, transférée par mon ancienne faculté de droit. Elle venait de Vanessa, écrite de sa main précise, sur du papier coûteux. Elle est enceinte, l'accouchement est prévu pour janvier. Elle voulait que je le sache. Elle disait qu'elle avait réfléchi à la famille, à ce que cela signifie, et à combien elle aurait aimé que les choses soient différentes entre nous. Elle ne s'est pas excusée. Ni pour le gala. Ni pour le texto sur le timing, ni pour rien de tout ça. Elle a juste dit qu'elle espérait que, peut-être, le bébé pourrait être un nouveau départ pour nous tous. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai mise dans un tiroir où je garde d'autres artefacts de mon ancienne vie, mes papiers de sortie d'hôpital, la nécrologie de mon père, la liste des numéros bloqués qui étaient autrefois mes contacts familiaux. Peut-être qu'un jour, je ressentirai les choses différemment. Peut-être qu'un jour, la colère s'estompera assez pour que je veuille rencontrer ma nièce ou mon neveu, que je veuille essayer à nouveau avec des gens qui ont prouvé qu'ils ne savent pas m'aimer comme j'ai besoin d'être aimé. Mais probablement pas. Parce que voici ce que j'ai appris dans les années qui ont suivi ma quasi-mort sur cette table d'opération, on ne peut pas forcer les gens à se soucier de soi. On ne peut pas les forcer à nous prioriser. On ne peut pas les convaincre que l'on compte, quand ils ont déjà décidé que ce n'est pas le cas. Ce que l'on peut faire, c'est accepter la vérité sur qui ils sont, et sur ce qu'ils sont capables de nous donner. Et ensuite, on peut décider si cela est suffisant. Pour moi, ça ne l'était pas. Alors, j'ai choisi le silence. J'ai choisi l'absence. J'ai choisi de me retirer d'une équation où j'allais toujours être la variable qui ne comptait pas. On appelle ça ghoster, je suppose. Couper les ponts, ne plus avoir de contact. J'appelle ça de l'autopréservation. Nathan m'a demandé l'autre soir si je le regrettais un jour. Nous préparions le dîner ensemble, nous déplaçant dans notre cuisine de cette manière synchronisée, propre aux gens qui ont appris les rythmes de l'autre, et il a posé la question nonchalamment, comme s'il y pensait depuis un moment. Regrettes-tu parfois de ne pas leur avoir donné une autre chance? Après la mort de ton père, ou quand ta mère t'a contacté, ou maintenant avec le bébé de Vanessa? J'y ai pensé en coupant les légumes pour la salade.
Non, ai-je dit, parce qu'une autre chance implique qu'ils méritaient une première chance et l'ont gâchée. Mais ils ont eu des centaines de chances, chaque jour de mon enfance. Chaque moment où ils ont choisi de m'ignorer, de prioriser Vanessa, ou de me faire sentir que je demandais trop, en existant simplement. Le gala n'était pas le début. C'était juste la fin. Tu ne penses pas que les gens peuvent changer? Je pense que les gens peuvent changer, ai-je dit. Je ne suis juste pas sûr que ma famille le voulait. Ils voulaient que je recommence à accepter les miettes qu'ils étaient prêts à m'offrir, et que j'en sois reconnaissante. J'ai posé le couteau et me suis tourné vers lui. Je suis plus heureuse maintenant que je ne l'ai jamais été. Ça ne te dit pas quelque chose? Il m'a prise dans ses bras, avec précaution et douceur, comme il l'avait fait ce jour-là en soins intensifs. Ça me dit que tu as fait le bon choix. Et je le crois. La plupart du temps, je le crois absolument. Mais il y a encore des moments, fugaces, presque imperceptibles, où je vois une mère et une fille faire du shopping ensemble et rire, où je regarde une vidéo de réunion de famille sur les réseaux sociaux, où j'entends quelqu'un mentionner nonchalamment le dîner du dimanche chez ses parents, et je ressens la perte de quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu, mais que j'ai toujours voulu. Je fais le deuil de la famille que j'aurais dû avoir. Les parents qui se seraient précipités à l'hôpital et m'auraient tenu la main à travers la peur. La sœur qui aurait annulé sa fête pour être avec moi. Les gens qui m'auraient fait sentir que ma vie comptait plus que leur calendrier social. Mais je ne fais pas le deuil de la famille que j'ai eue. Parce que les perdre n'était pas une perte. C'était une libération. La cicatrice de mon opération s'est estompée en une fine ligne blanche. Parfois, je la suis du doigt et je pense à quel point je suis passé près de la mort, à la façon dont les chirurgiens m'ont sauvé, quand ma propre famille n'a pas daigné essayer. Cette cicatrice est un rappel de la résilience de mon corps, de sa capacité à survivre à un traumatisme et à se guérir, même quand les dégâts semblaient catastrophiques. J'aime à penser que j'ai fait la même chose, émotionnellement. Le traumatisme de ne pas être aimé par les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement a failli me détruire. Mais j'ai retiré les parties infectées, je me suis donné le temps de guérir, et j'ai construit quelque chose de plus fort à la place. Mon téléphone est resté silencieux pendant 3 ans. Pas d'appel de numéro bloqué, pas de lettre à l'exception de l'annonce de grossesse de Vanessa, pas de visite surprise ou de confrontation dramatique. Ils ont enfin appris que je pensais ce que je disais, que je ne bluffais pas, que je ne faisais pas une crise de colère, ou que je n'attendais pas qu'ils s'excusent platement pour mériter mon pardon. J'avais simplement tourné la page. Et voilà ce qu'il y a avec le fait de tourner la page. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas une vengeance. Ce n'est même pas particulièrement satisfaisant, comme on pourrait s'y attendre. C'est juste la paix. Je ne reste pas éveillé la nuit à imaginer des scénarios où ils comprennent enfin ce qu'ils m'ont fait. Je ne fantasme pas sur le fait qu'ils souffrent comme j'ai souffert, apprenant par leur propre douleur ce que c'est que d'être abandonné quand on a le plus besoin de quelqu'un. La crise cardiaque de mon père leur a donné un avant-goût de cela, je suppose. Ma mère me contactant en désespoir de cause, mon téléphone restant silencieux, elle devant faire face à la réalité que je ne viendrais pas, peu importe à quel point elle avait besoin de moi. Mais je n'ai pas orchestré ça. Je ne l'ai pas planifié. Je ne me suis même pas senti particulièrement vengé en l'apprenant plus tard. Je n'ai juste rien ressenti. Et peut-être que c'est ça, la vraie vengeance, si on veut l'appeler ainsi. Ne pas les haïr assez pour leur faire du mal, mais ne pas les aimer assez pour les sauver non plus. L'indifférence est le contraire de l'amour, pas la haine. Et je suis devenue complètement indifférente au fait que ma famille souffre ou prospère, lutte ou réussisse, vive ou meure. Ce sont des étrangers pour moi maintenant. Des étrangers qui se trouvent partager mon ADN, mon nom de famille, et ma maison d'enfance, mais des étrangers néanmoins. Nathan et moi essayons d'avoir un bébé maintenant. Quand je tomberai enceinte, quand je tiendrai mon enfant pour la première fois, je sais que je penserai à mes parents, à la manière dont ils m'ont manqué, et à la manière dont je travaillerai chaque jour pour ne pas manquer à mes propres enfants. J'apprendrai à mes enfants qu'ils comptent, que leur douleur est réelle et valide, que lorsqu'ils diront qu'ils ont mal, je les croirai au lieu de les traiter de dramatiques. Qu'aucune fête, aucun événement, aucune obligation sociale ne sera jamais plus importante que leur bien-être. Et je ferai tout cela sans que ma famille ne rencontre jamais leurs petits-enfants. Peut-être que cela fait de moi quelqu'un de cruel. Peut-être que dans des années, mes enfants demanderont pourquoi ils n'ont pas de grands-parents de mon côté, et je devrais expliquer que parfois, l'amour ne suffit pas. Que parfois, la biologie ne l'emporte pas sur les limites. Que parfois,
la chose la plus saine que l'on puisse faire est de s'éloigner des gens qui nous font du mal. Mais je pense qu'ils comprendront, car je les élèverai dans un foyer où la compréhension vient naturellement, où leurs sentiments sont respectés, où ils n'auront jamais à choisir entre être entendus et être aimés. L'autre jour, je rangeais mon placard et j'ai trouvé la robe que je portais au gala, celle couleur champagne qui avait été ruinée par le sang. Je l'avais gardée pour une raison quelconque, enfouie au fond d'une housse à vêtements, et je l'avais oubliée jusqu'à ce que ma main ne tombe sur le tissu familier. Je l'ai sortie et je l'ai regardée longuement. Les taches s'étaient incrustées de façon permanente, des plaques de couleur rouille foncée sur la soie. Elle était importable, irrécupérable. Je l'ai jetée à la poubelle sans hésitation. Certaines choses ne peuvent pas être nettoyées, ni réparées, ni rendues belles à nouveau. Certains dommages sont trop fondamentaux, trop profonds. La seule option est de laisser aller, et de passer à quelque chose de nouveau. Cette robe n'est pas une métaphore. Ou peut-être que si. Quoi qu'il en soit, elle a disparu maintenant. Et je suis toujours là. Je suis toujours là, vivant la vie dont ma famille ne fera jamais partie, construisant un avenir dont ils ne seront jamais témoins, devenant une personne qu'ils ne connaîtront jamais vraiment. Et ça me va. Mieux que bien, en fait. Je suis heureuse. Non pas malgré le fait de les avoir coupés de ma vie, mais grâce à cela. Parce que me choisir, moi, m'a donné l'espace de devenir quelqu'un que j'aime vraiment. Quelqu'un qui ne s'excuse pas de prendre de la place, d'avoir des besoins, ou de demander à être traité comme si elle comptait. Alors, non, je ne me sens pas coupable. Je ne reste pas éveillé à regretter mes choix. Je ne me demande pas si j'aurais dû essayer plus fort, ou pardonner plus facilement, ou leur donner les chances qu'ils n'ont jamais méritées. J'ai simplement tourné la page. Et ça, plus que toute confrontation dramatique ou vengeance calculée, est la chose la plus puissante que j'aurais pu faire. Ils voulaient que j'aie besoin d'eux. Ils s'attendaient à ce que je revienne en rampant, un jour, qu'il me manque assez pour que je passe sur tout ce qui s'était passé. Au lieu de cela, j'ai prouvé que je n'ai jamais eu besoin d'eux du tout. Ma vie est la preuve que l'on peut survivre au fait de ne pas être aimé par sa famille. On peut même s'épanouir. On peut construire quelque chose de mieux sur les décombres de relations brisées et d'attentes déçues. Il faut juste être prêt à laisser aller. J'ai laissé aller il y a 3 ans, sur une table d'opération, quand mon cœur s'est arrêté 2 fois, et que personne de ma famille n'était là pour le remarquer. Et je suis libre depuis.